assemblée. Mesdames Anne-Laurence Pétal et Danielle Simonet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, chère Danielle, mes chers collègues, donc nous allons aujourd'hui avec Danielle Simonet, ma co-rapporteure, vous présenter ce rapport de la mission d'application de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes. Donc cette loi elle a été votée il y a 1 an et elle constitue vraiment une étape fondamentale dans l'histoire de la protection animale en France, comme l'ont rappelé de nombreuses personnes entendues dans le cadre de nos auditions. À cette occasion, je fais une petite parenthèse pour remercier vraiment nos collègues qui, pour certains, ne sont plus dans cette mandature. Loïc Dombreval, Aurore Berger, Corinne Vignon ici présente, Laetitia Romero-Diaz notamment, j'en oublie, Dimitri Houbron, voilà, et j'en oublie très certainement, mais qui ont vraiment œuvré dans le groupe d'études bien-être animal pendant la précédente mandature. Et ce travail a été un travail, une vraie co-construction. Notre rapport d'application, il se concentre, c'est sa vocation, sur les 10 articles de loi qui nécessitaient des textes réglementaires d'application, décrets ou arrêtés. Cela ne doit pas occulter le fait que 40 articles sur les 50 de la loi sont d'application directe. Ces articles, ils ont une importance majeure. Il nous paraissait également essentiel de le rappeler. Pour ne citer que quelques exemples de ces 40 articles qui sont d'application directe, nous avons renforcé les peines en cas de maltraitance animale. Nous avons interdit certaines pratiques inacceptables comme les manèges japonais. Et nous avons mis fin aux élevages de visons destinés à la fourrure. Il n'y a plus en France aujourd'hui d'élevage de visons. Nos travaux ont été menés en bonne intelligence avec Danielle Simonet et je tiens à la saluer et la remercier pour ce travail commun. Et notre travail a donc essentiellement porté sur les 10 articles de la loi qui nécessitaient la publication d'un décret ou d'un arrêté pour être pleinement appliqués. Nous avons décidé de vous présenter, alors ça c'est pour un petit point de méthode, nos travaux de manière dynamique, l'une exposant les principaux éléments d'application d'un des chapitres, et ensuite l'autre reprenant la parole brièvement pour en exposer un commentaire possiblement plus critique. Cela étant dit, nos différences d'analyse, en fait, elles tiennent en fait davantage de l'appréciation ou de l'interprétation politique que de la divergence, parce que nous partageons l'essentiel, voire la totalité du constat que nous avons fait et des recommandations que nous formulons dans ce rapport. Donc, concernant l'application du premier chapitre sur lequel je vais me concentrer, Danielle Simonet se concentrant sur le chapitre 3, il faut saluer le travail du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui a pris l'essentiel des textes nécessaires à l'application de ces articles. Donc 3 décrets ont été publiés. Le premier, le décret numéro 2022-10-12 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale. Celui-ci permettait l'application des articles 1er, 18, 19 et de certaines dispositions de l'article 10. Le décret numéro 2022-1179 du 24 août 2022 qui est relatif à la formation des gestionnaires de fourrières en matière de bien-être des chiens et des chats qui permet l'application de certaines dispositions de l'article 7. Le décret, enfin, troisièmement, 2022-1354 du 24 octobre 2022, qui, lui, est relatif à la protection des animaux de compagnie et prévoit des dispositions portant sur l'encadrement des associations sans refuge et sur les contraventions pour non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés. Un 4e décret, enfin, est en cours de préparation. Il s'agit d'un décret en Conseil d'État relatif au contrôle par les annonceurs ou les services de communication au public des informations d'identification contenues dans les offres de cession. Donc il faut souligner que l'essentiel du chapitre 1 est appliqué et plusieurs points pourront néanmoins être creusés dans le cadre du rapport d'évaluation qui sera sans doute rendu 3 ans après la promulgation de la loi. Je pense notamment au délai de 7 jours qui est institué par la loi entre la délivrance du certificat et la cession de l'animal. Ce délai de 7 jours, il a fait l'objet de retours contradictoires de la part des associations, mais sur le terrain, on a entendu, enfin personnellement, j'ai entendu d'autres sons de cloche. Les associations trouvant que ce délai de 7 jours ne leur permet pas de délivrer des animaux, en tout cas de les mettre à l'adoption rapidement.
Et de notre côté, le terrain, moi j'ai entendu que ce délai de 7 jours, il était de toute façon automatiquement appliqué puisqu'on ne donne jamais à l'adoption un animal tout de suite à la première visite. Par ailleurs, concernant le premier décret, donc la liste des espèces concernées par le certificat d'engagement et de connaissance fait l'objet de critiques. Elle paraît aux yeux des associations restrictive, mais elle est aussi l'objet d'un recours devant le Conseil d'État qui a été introduit par le PRODAF, le syndicat des professionnels de l'animal familier, qui conteste en fait l'inclusion des lagomorphes dans cette liste. Les lagomorphes sont donc les lapins qui ne sont pas des lapins d'élevage alimentaire en fait. Sur ce point encore, il nous paraît judicieux en fait de laisser vivre ces dispositions avant d'en faire un bilan et avec davantage de recul dans le cadre du rapport d'évaluation. Je souligne aussi que sur de nombreux points, le ministère a pris ou envisage de prendre des textes infraréglementaires, des circulaires ou des instructions qui favoriseront la bonne application du texte par l'ensemble des acteurs. 2 textes réglementaires font défaut pour l'application du premier chapitre. Le premier concerne la liste positive. Il faut un décret et un arrêté relatif à cette liste positive qui doit en fait énumérer les animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevage d'agrément. C'est en fait une disposition de l'article 14. Sur ce point, il est effectivement essentiel que ces textes soient pris et qu'ils respectent bien l'intention de départ du législateur, c'est-à-dire qu'ils présentent une liste exhaustive des animaux concernés et non une liste dite négative des animaux qui ne pourraient être détenus comme animaux de compagnie. En fait, c'est un enjeu important d'encadrement strict de cette liste qui nous paraît être aussi un point de vigilance. Deuxièmement, sur ce qu'il reste à appliquer, l'article 25 nous paraît essentiel tant à Madame Simonet qu'à moi-même, puisqu'il doit permettre aux élèves d'être sensibilisés à l'éthique animale concernant les animaux de compagnie dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Ça nous paraît être un point essentiel et il prévoit que les volontaires du service national universel soient amenés à étudier le rapport entre l'homme et l'animal sous le prisme philosophique et scientifique. Ces enseignements, cette sensibilisation, pour nous, sont des gages d'une approche plus juste de la question des animaux dans notre société pour les générations futures et du rapport entre l'homme et l'animal qui était quand même compris dans le titre de cette loi. Nous n'avons pas pu entendre directement le ministère de l'Éducation dans le cadre de nos éditions, mais il nous a été confirmé par les autres ministères que ces dispositions n'étaient pas mises en œuvre et que le travaux ministériel n'était pas achevé. Donc il nous paraît important d'insister là-dessus et d'avancer sur l'application de cet article 25. Alors, je le soulignais également en introduction, au-delà de sa seule application, la loi a permis vraiment de faire évoluer la sensibilisation du public à la cause animale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la France, en tant que grande nation européenne, avance sur ces sujets de la protection animale et de la lutte contre la maltraitance des animaux. C'est un signal extrêmement fort et c'est aussi une forme d'exemple à donner. Le chapitre 2, qui est d'application directe en renforçant les peines en cas de maltraitance animale et en les définissant avec davantage de précision, a contribué à ce mouvement de sensibilisation. On a constaté, le ministère de l'Intérieur nous a fait passer ces chiffres, 30% de signalements de maltraitance, donc une augmentation entre 2016 et 2021, et 17% entre 2020 et 2021. C'est à la fois préoccupant, ça peut paraître extrêmement préoccupant, ça peut aussi témoigner d'une moindre tolérance du public à la maltraitance animale et donc d'une meilleure volonté du public et en tout cas d'une plus grande sensibilité du coup à aller porter auprès des autorités, auprès de la police et de la gendarmerie ces cas d'actes de maltraitance. Et je pense que cette augmentation, elle relève ça aussi, c'est-à-dire l'appétence du public à ne plus tolérer ce genre d'actes. Il faut aussi se réjouir de la création annoncée fin octobre par Gérald Darmanin d'une brigade spécialisée dans la lutte contre la maltraitance animale avec 15 inspecteurs. On en parlera aussi, je crois que ma collègue en parlera. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on avance aussi du côté des ministères sur ce côté-là.
La formation et la sensibilisation des magistrats et des forces de l'ordre est aujourd'hui primordiale pour la pleine effectivité de la loi. Dans notre rapport, nous insistons sur ce point et sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir de la diffusion d'une circulaire ministérielle à l'ensemble de ces acteurs pour les sensibiliser aux nouvelles dispositions de la loi en la matière. Il y a aujourd'hui des formations également dans les universités sur le droit des animaux, et ça c'est une bonne nouvelle. Je vais maintenant passer la parole à Madame Simonet parce que nous avons convenu que chacune nous présenterions une partie du texte et nous en ferions chacune une critique respective. Voilà. Merci beaucoup. Madame Simonet, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Anne-Laurence Pétel. Je tiens d'abord à remercier particulièrement Madame Diane Boucher, notre administratrice qui a organisé avec talent toutes les auditions, le travail, la rédaction de ce rapport. C'était vraiment précieux. Alors, certes, c'est une loi importante contre la maltraitance animale, mais qui est néanmoins sur un champ assez limité, puisque vous avez bien compris que dans cette loi adoptée l'an dernier, on n'aborde pas les questions d'agriculture, donc ni l'élevage intensif, ni le broyage des poussins, ni les abattoirs, ni la corrida. Néanmoins, cette loi, elle porte l'idée que l'on doit cesser de considérer les animaux comme des objets pouvant donner lieu à des achats compulsifs d'une part et donc des abandons, ou bien des objets de loisirs pour nous divertir. Et ça, c'est important de prendre date dans la façon dont on doit repenser notre rapport à la nature, au vivant, végétal et animal. Et donc, du point de vue de la protection animale, je pense qu'il y a dans cette loi cet élément qui est important. Néanmoins, tout le travail que nous avons eu à faire sur l'application, si on partage avec Anne-Laurence Pétel globalement les mêmes constats, je vais néanmoins apporter quelques nuances sur cette première partie. On ne peut que regretter notamment les nombreux retards qu'on a pu constater concernant la mise en œuvre des différentes dispositions, et beaucoup d'associations ont fait part d'une concertation défaillante ou très insuffisante. Alors, concernant la partie sur les dispositions sur les animaux domestiques, le délai de 7 jours requis par le certificat d'engagement et de connaissance pourrait mériter une exception pour les refuges associatifs, parce que cette disposition est beaucoup plus compliquée et sans doute moins nécessaire pour les refuges que pour les éleveurs et animaleries, puisque lorsqu'on démarche un refuge, eh bien on est dans une autre approche en termes de protection animale, et l'entièreté de l'activité du refuge vise à sensibiliser. Or, il y a des conséquences dans ce retard d'une semaine, des conséquences pour les refuges qui ont beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de place quand ils doivent garder un animal. Du coup, une semaine de plus, eh bien, c'est une semaine en moins pour accueillir un nouvel animal. Surtout, les décrets d'application ajoutent pour les refuges la nécessité de tenir à jour, en l'actualisant tous les 3 mois, un certificat validé par un vétérinaire concernant l'état de santé de l'animal. Donc avoir en permanence un certificat à jour pour la cession et donc se rendre tous les 3 mois chez un vétérinaire, c'est un gouffre financier pour les associations, comme l'a pu le souligner la SPA, et pour lequel finalement l'État n'a pas prévu un centime de plus pour les refuges. Concernant la liste positive, donc la liste positive, c'est les animaux non domestiques qui sont autorisés comme animaux de compagnie. Comme a pu le rappeler Anne-Laurence Pétel, il est essentiel vraiment d'arriver à une liste positive et ne pas contourner la loi en la matière. Et il y a un retard énorme qui a été pris et qui est incompréhensible pour bon nombre d'acteurs engagés pour la protection animale. Par ailleurs, concernant les dispositions qui visent à permettre aux jeunes, via les programmes scolaires, le service national universel, d'être sensibilisés aux enjeux du bien-être animal, en vérité, on en est au point mort. C'est-à-dire que la loi, elle a été votée il y a 1 an, et à notre connaissance, il n'y a pas eu une seule réunion entre les différents ministères et l'Éducation nationale. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Il faut insister sur la nécessité que les différents ministères concernés se coordonnent en une action volontariste. Et je souhaite aussi insister sur la proposition qu'on a inscrite dans le rapport avec Madame Pétel, c'est mettre en place des conventions avec des associations de protection animale, afin que des associations puissent être habilitées à venir dans les classes pour sensibiliser les plus jeunes, un petit peu par exemple sous le modèle de la lutte contre les LGBT-phobies. Vous avez tout un tas d'associations qui sont habilitées, et donc les rectorats, les établissements scolaires
peuvent les faire intervenir. Pour terminer, Madame Pétel a salué la création par le ministère de l'Intérieur d'une brigade de lutte contre la maltraitance animale. J'approuve. Mais on peut quand même regarder sérieusement les effectifs. Ils sont dérisoires, 15 agents affectés pour l'ensemble du territoire. Et donc permettez-moi d'avoir quelques doutes sur la volonté politique réelle d'agir contre la maltraitance animale au-delà de l'affichage, quand les effectifs et les moyens consacrés sont si réduits. Mais vous me direz, c'est un début, verre à moitié plein, verre à moitié vide. J'en reste là pour la première partie. Bien, Madame Pétel pour la deuxième partie, c'est ça? Non, c'est Madame Simonet, très bien. Donc voilà, là on inverse pour la deuxième partie. Excusez-moi, allez-y Madame. Alors, donc maintenant on va passer au chapitre 3. Donc le chapitre 3, c'est sur l'application de ce chapitre. Ma tâche, en fait, elle est beaucoup plus facile que celle de Madame Pétel sur la partie avant, puisqu'en fait, si je dois énumérer les décrets, en fait, il n'y a aucun texte qui a été pris. Donc c'est rapide, je n'ai aucun décret à vous énumérer. Les dispositions dont nous parlons, certes, elles n'entrent en vigueur que dans plusieurs années. En 2028, pour l'interdiction de détention des animaux sauvages dans les cirques itinérants, je précise bien itinérants. Il y avait donc une volonté dans la loi, et je pense que la mission d'évaluation dans 3 ans aura à creuser cela, parce que quand même, on parle de la maltraitance animale que dans les cirques itinérants et pas dans les cirques fixes. Donc, pour les cirques itinérants, ça n'entrera en vigueur qu'en 2028, et en 2026 pour la fin de la détention des cétacés dans les delphinariums. Alors, ces délais, il ne faudrait pas qu'ils créent l'illusion qu'on dispose d'un temps illimité. C'est vrai que ça peut paraître loin, 2028, 2026, mais l'application de ces dispositions exige des années de préparation, exigerait une réelle planification. D'autant plus qu'on a constaté à quel point, pour certains acteurs, ils pouvaient être hostiles à leur mise en œuvre. Alors, on est pour l'instant extrêmement loin d'être en mesure de garantir l'accueil des animaux aujourd'hui des cirques, parce que les places en refuge identifiées sont très inférieures au nombre d'animaux à accueillir, et il n'existe pas, je le rappelle, de sanctuaire pour accueillir les cétacés. Donc les conditions sont loin d'être réunies, et le sentiment d'avoir le temps d'y travailler est trompeur, parce qu'en fait on est déjà en retard, et très en retard. Alors j'en profite pour insister sur un point, car on a été très frappés toutes les deux par un climat quand même d'extrême tension qui a pu régner à la fois dans l'adoption de la loi à l'époque et à la fois toujours dans son application. Et évidemment, pour nous, c'est important et il n'est pas acceptable que des fonctionnaires du ministère de la Transition écologique, dans le cadre des fonctions qu'ils exercent, soient l'objet de menaces, d'insultes ou de tentatives d'intimidation de la part de quelque acteur que ce soit. Et j'ajoute qu'il n'est pas non plus acceptable que des responsables d'associations de protection animale aient pu, sur ce débat sur les cirques sans animaux, subir des menaces de mort ou des harcèlements. Donc sachez qu'il y a eu des démarches en justice en cours. On appelle vraiment donc au calme, au rétablissement d'un dialogue constructif, d'un climat de travail serein. La loi, elle a été votée. Les interdictions prévues correspondent à la volonté du législateur. Il y a une demande sociétale forte. Et à ce sujet, je souhaite d'ailleurs souligner que nombre de cirques, et notamment les plus gros d'entre eux, tenant compte notamment des exigences du public, du respect du bien-être animal, ou ayant fait eux-mêmes leur démarche d'un point de vue philosophique, on a pu rencontrer M. Bouglione dans la matière, beaucoup de cirques ont déjà opéré une transition sans attendre l'expiration des délais prévus par la loi et organisent déjà des spectacles sans animaux. Plusieurs éléments me font craindre néanmoins que l'application de la loi soit défaillante. Tout d'abord, même les décrets et arrêtés jugés prioritaires n'ont pas été pris. Je pense notamment à l'arrêté fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. Or, ça aurait dû être fait dans les premiers mois après l'adoption de la loi. Et il me semble important que la composition ne soit pas, comme l'ont déploré certains acteurs suite aux premières concertations, déséquilibrée aux dépens des associations de protection animale et des refuges. Si on met en place cette commission sur la faune sauvage, il faut absolument que celles et ceux qui vont avoir à gérer l'accueil des animaux ne soient pas sous-représentés. Il me semble par ailleurs essentiel que des personnes qui auraient été condamnées pour maltraitance animale, par exemple, ou harcèlement, ne puissent pas y siéger. Il me semble
extrêmement important. Il existe en outre un réel problème de recensement des animaux détenus dans les cirques. Vous avez un fichier IFAP qui est supposé en établir la liste exhaustive, mais les chiffres qui en sont issus font état d'environ 400 animaux. Et ces estimations sont par ailleurs, sachez, chers collègues, contestées de toutes parts, alors à la fois par les associations, mais aussi par les professionnels du cirque, qui nous l'ont carrément franchement dit, et aussi par des représentants de parcs zoologiques. L'autorisation de poursuivre la reproduction 2 ans après la promulgation de la loi, selon Mme Pétel et moi-même, était une erreur. C'était une disposition qui avait été rajoutée par le Sénat, si je ne m'abuse. Or, les conséquences vont être catastrophiques, parce que si pendant 2 ans, vous continuez à permettre la reproduction, non seulement elle se poursuit, mais en fait, selon les acteurs du terrain, elle est en train en ce moment de s'intensifier, ce qui pose un double problème, parce que cette disposition va compliquer grandement l'application de la loi, puisque ça va être de nature à augmenter le nombre d'animaux à devoir accueillir en refuge, puisqu'il manque cruellement de place, mais ces naissances nourrissent potentiellement les trafics. Alors, le ministère a choisi de faire coïncider la parution des textes d'application et les plans de soutien aux circassiens et aux refuges, d'où un retard dans la publication des décrets selon le ministère. Mais avec ma co-rapporteure, on partage un désaccord avec ce récit-là, notamment sur la répartition du coût des crédits prévus. Parce que d'un côté, vous avez... Non, on n'a pas un désaccord entre nous, mais un désaccord vis-à-vis du ministère sur la façon dont les crédits sont répartis. Parce que d'un côté, vous avez 35 millions d'euros sur 3 ans qui ont été prévus pour l'accompagnement des cirques, et de l'autre, pour l'instant, à peine 4,3 millions d'euros pour le moment pour les refuges. Alors, les fonds qui ne sont destinés par ailleurs pour les refuges qu'aux travaux de dépenses d'investissement et non aux dépenses de fonctionnement. Alors, certes, il y a un appel à manifestation d'intérêt, il y a d'autres appels à manifestation d'intérêt qui vont suivre, mais aujourd'hui, on n'a absolument pas d'informations sur l'enveloppe globale qui sera allouée aux refuges. Or, normalement, la première préoccupation de la loi protection animale qui décide d'interdire les cirques itinérants avec animaux, c'est donc de mettre les animaux dans les refuges. Donc, on doit réaffirmer avec Mme Pétel que ce déséquilibre dans la répartition des aides nous semble contre-productif et qu'il faut soutenir davantage les refuges sous peine de les mettre en difficulté, puisqu'ils reposent pour l'instant surtout sur les donations. Et donc, il est essentiel qu'il y ait des subventions, pas simplement en investissement, mais aussi en fonctionnement, puisqu'ils se débrouillent pour l'instant sur des fonds privés pour assumer tous les besoins fondamentaux, nourriture, masse salariale. Ce n'est pas acceptable parce que ces dépenses découlent de l'application de la loi, donc de la volonté du législateur. Et c'est une menace pour la viabilité financière des refuges, dont les fonds sont limités. Il est également essentiel de s'assurer que les cirques qui décideraient de se fixer, donc de cesser d'être itinérants, répondent aux mêmes exigences que les parcs zoologiques actuellement soumis à l'arrêté du 25 mars 2004. Puisque les cirques itinérants avec animaux sauvages peuvent décider de garder leurs animaux en étant fixes. Mais il faut absolument que les conditions de vie des animaux ne soient pas plus défavorables que dans les parcs zoologiques. Et donc là, il y a vraiment un point d'alerte pour qu'il n'y ait pas de tentative de leur accorder une dérogation en la matière. Dernier point d'alerte, le fait que ces interdictions soient assorties de possibilités d'y déroger par voie réglementaire poserait de graves difficultés. Il est en effet prévu qu'un décret au Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu'il n'existe pas de capacité d'accueil favorable à la satisfaction du bien-être pour les animaux de cirque. Or, en l'état actuel des capacités d'accueil, tous les acteurs considèrent comme insuffisantes, je le répète. Vous comprendrez aisément les inquiétudes que suscite cette possibilité de déroger. Par ailleurs, concernant l'interdiction de la détention des cétacés dans les delphinariums, une dérogation est déjà également possible, prévue dans la loi, dans le cadre de programmes scientifiques. C'est-à-dire que dans la loi,
Il est dit à la fois interdiction des cétacés et des spectacles avec dauphins et orques dans les delphinariums, sauf si le delphinarium est engagé dans des travaux de recherche. Bon, autant vous dire que, de fait, les 2 delphinariums qui détiennent des cétacés ont actuellement des programmes scientifiques. Et en l'absence de sanctuaire, on imagine bien qu'on va rien changer et que l'esprit de la loi ne va absolument pas être appliqué. J'imagine que vous me comprenez. Donc, non seulement il y a vraiment là un risque d'inapplication de la loi, mais se pose la question qui contrôle les travaux scientifiques dans ces delphinariums. Et là, n'y a-t-il pas une totale hypocrisie à prétendre qu'on va interdire les spectacles avec cétacés? Or, on prévoit déjà les dérogations pour qu'il n'y ait pas de modification. J'en arrête là et je laisse Madame Petel compléter sur cette partie et je vous remercie. Merci, Madame Petel, vous allez compléter. Chers collègues, si on peut écouter nos rapporteurs, ça serait vraiment sympa pour eux. Il y a un bourdonnement, je ne sais pas si c'est moi ce matin, mais j'entends un bourdonnement permanent. C'est très désagréable et c'est pas très sympathique pour nos rapporteurs. Madame Petel, allez-y. Je suis d'accord avec Monsieur le Président, il y a un bourdonnement, genre on se croirait dans une ruche, mais on n'a que le bourdonnement, on n'a pas la production du miel, donc c'est quand même problématique. Si vous produisez du miel, vous pouvez bourdonner. Merci. Donc, sur ce chapitre 3, notamment, je vais être un tout petit peu plus nuancée sur certaines choses, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu les décrets parus aujourd'hui. Il faut quand même saluer une chose, c'est que, déplorer une chose, c'est la pression qui est mise notamment par le milieu des circassiens sur le ministère, sur les ministères, mais sur le ministère de la Transition écologique en particulier. La rapporteure l'a rappelé, ma co-rapporteure l'a rappelé, les menaces qui pèsent sont inadmissibles vis-à-vis de fonctionnaires. Donc les choses ne se font pas dans la tranquillité, l'apaisement et la sérénité. Et c'est quand même très problématique. La deuxième chose, c'est que cette loi a toujours prévu un accompagnement des circassiens pour pouvoir demain changer de métier ou faire autre chose. En tout cas, se passer des animaux sauvages, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et il faut reconnaître que les ministères ont souhaité ne pas faire paraître les décrets avant d'avoir fourni cet accompagnement et en tout cas prévu cet accompagnement. C'est ce qui est chose faite depuis peu de temps, mais on a effectivement ces 35 millions et ces différentes dispositions, une dizaine, qui sont prévues pour accompagner le monde circassien. Donc traiter l'aspect humain en parallèle de la condition animale, c'était la condition aussi pour faire paraître ces décrets. Je suis d'accord notamment sur la balance à inverser en matière de financement et convaincue que la certitude d'assurer les conditions de mise à l'abri des animaux, c'est-à-dire mettre plus d'argent sur les refuges, eh bien, ça facilitera l'accompagnement des hommes et en tout cas l'intégration dans l'esprit des circassiens que oui, leurs animaux seront pris en charge, donc ils doivent les rendre avant 2028 ou en tout cas s'en séparer avant 2028. Si les conditions ne sont pas garanties en 2028 de pouvoir mettre ces animaux à l'abri, dans la tête des circassiens, il ne sera pas intégré qu'ils doivent s'en séparer. Donc, on doit inverser le rapport financier parce que beaucoup de ces circassiens étaient aussi des gens qui avaient un autre métier avant et qui, on nous l'a dit aussi, pourront assez facilement se reconvertir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Là, le travail est colossal. Le travail à faire est colossal, je tiens quand même à le souligner, parce que l'interdiction est aujourd'hui posée de ces animaux sauvages dans les cirques et dans les delphinariums. Mais toutefois, il n'existe pas de sanctuaire pour animaux marins aujourd'hui, en tout cas en France. Il n'existe pas un nombre de refuges capable d'absorber le nombre d'animaux. On parle à minima de 300 félins, par exemple. Et on ne s'arrête pas qu'aux félins. Il y a 5 éléphants, il y a toute une litanie d'animaux à prendre en charge. Et les zoos, il faut le savoir, ne prendront pas en charge ces animaux puisque les zoos n'accueillent que des animaux menacés et de race pure, puisqu'ils font partie de programmes de conservation d'espèces. Et que de nombreux animaux sont des animaux croisés dans les cirques, issus de croisements. Donc les zoos ne les prendront pas en charge. Donc il faut tout créer et dans les meilleures conditions. Le recensement fichier IFAP, la grande difficulté, c'est que les circassiens eux-mêmes ne déclarent pas leurs animaux pour certains. Il faut souligner une chose, la crise Covid a permis un meilleur recensement puisque les aides pour nourrir les animaux étaient conditionnées au fait qu'ils soient inscrits au fichier IFAP. Donc ça a permis d'avoir un meilleur recensement et un recensement plus précis.
Sur la reproduction pendant 2 ans, j'abonde. C'était une mesure et une demande du Sénat. Vous savez que pour co-construire une loi et au moins pour la faire voter, il faut générer du consensus. Et c'est là que quand même je me permettrai une petite remarque. Il n'y a effectivement pas l'élevage dans cette loi. Il n'y a pas non plus la chasse. Il n'y a pas non plus la corrida. C'est peut-être pour ça qu'on a réussi à la voter, en fait. C'est parce qu'il n'y avait pas tout ça. Et que pour faire avancer la condition animale, pour faire avancer la lutte contre la maltraitance animale, il faut accepter de renoncer pour avancer un petit peu et pour faire un pas, qui en fait est un grand pas aussi. Mais on a vu le fiasco avec la PPL Corrida il y a quelques semaines. On ne trouve pas de majorité dans la radicalité. Ça n'est pas possible. Donc il faut accepter à un moment donné des compromis, parfois qui ne sont pas forcément très acceptables pour tout le monde, notamment cette disposition du Sénat sur la reproduction autorisée pendant 2 ans. Ce n'est pas une bonne mesure, mais c'est certainement une mesure qui nous a permis de voter cette loi. Bien, merci mesdames les rapporteurs pour